Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité toujours renouvelée au programme de Renouveau Télévision. Bienvenue dans votre émission Le Grand Jury. Le Grand Jury, c'est votre tribune qui donne la parole aux acteurs politiques, mais aussi aux acteurs de la société civile. Objectif, faire bouger les lignes et faire vivre notre jeune démocratie. À Renouveau Télévision, nous ferons le serment de faire la télé en libéralisant la parole publique, mais aussi d'œuvrer au quotidien pour une information plurielle au service des citoyens et de la démocratie. Mesdames, Messieurs, pour ce numéro de l'émission Le Grand Jury, nous avons pour vous un avocat célèbre pour la cause, pour des causes justes, célèbre. Il a défendu le chroniqueur Ras Batch. Il a aussi défendu le journaliste, notre confrère Yal Kouye, mais aussi Aliou Mamar qui était commissaire islamique à Gao pendant l'occupation. Donc, vous l'aurez compris, notre invité est Maître Malik Ibrahim. Maître Malik, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Mega. Merci de répondre à notre invitation. C'est un plaisir pour moi. Pour cet entretien, je serai avec Abdraman Keita, directeur de publication du journal Le Témoin. Abdraman, bonsoir. Bonsoir, comme toujours, fidèle compagnon. Un mot pour Maître, il est habillé en Aoussa ou... Bon, je sais pas, il a quand même une spécificité qui le distingue des autres avocats maliens. Ok. Ouais. Maître, vous êtes ici dans l'émission Le Grand Jury, c'est aussi une ambiance souvent décontractée, donc c'est le choc des idées et c'est souvent la force des arguments. On dit de vous que vous êtes un avocat brillant, mais aussi brillant. Est-ce que c'est une réalité, c'est une évidence? Vous êtes brillant et brillant à la fois? Bon, je laisse le soin à ceux qui sont friands de qualificatifs de nous qualifier comme ils entendent, mais il y a une constance, c'est que nous sommes au service des causes que nous considérons comme des causes justes, même si ce sont des causes difficiles, parce que drainant très souvent des doses très fortes de passion justifiée ou injustifiée. Et je crois que c'est ça aussi le rôle de l'avocat. Pour paraphraser à son nom le bâtonnier Maître Demba Diallo, l'avocat, c'est le soldat de la démocratie. C'est le soldat de la démocratie. L'avocat, c'est le rempart contre les injustices, contre les abus. C'est pourquoi très souvent, les avocats ne sont pas pour plaire à ceux qui sont pour le maintien des statu quo, lesquels statu quo très souvent sont attentatoires aux droits de la défense et puis aux droits humains. Maître Malik Ibrahim, vous avez défendu, on l'a dit, Raspatch, Yal Kouye, notre confrère. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez décidé de défendre Yal Kouye, qui est journaliste, notre confrère, et aussi Raspatch, qui était célèbre pour ses chroniques? Parce que Rasbat, c'est le porte-flambeau, comme d'ailleurs Yal Kouye, parce qu'ils ont co-animé très souvent l'émission Cartes sur table ensemble. C'est le porte-flambeau d'une nouvelle vision que l'intérêt, plutôt que la jeunesse, doit avoir pour la chose publique, l'intérêt que la jeunesse du pays doit avoir pour la chose publique. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, grâce à Rasbat, de plus en plus, les Maliens, au niveau de beaucoup de couches, de la couche sociale diverse et plurielle, s'intéressent à la façon dont les affaires du pays sont administrées. De plus en plus, les Maliens s'intéressent à la chose publique. De plus en plus, les Maliens s'intéressent au devenir de leur État. Pas seulement de leur État, mais également de ce qui se passe autour d'eux au niveau de la sous-région. Et pourquoi pas, c'est pourquoi j'estime que ce sont des gens qui méritent d'être soutenus dans le combat qu'ils mènent, dans le combat de conscientisation de la jeunesse, aussi bien que de l'opinion tout court. Okay. Avant de passer la parole à Abdraman, déjà sur un dernier client, c'est bon, je ne dirais pas atypique, Aliou Mamar, qui a été commissaire islamique à Gao pendant l'occupation, tristement célèbre. Pourquoi vous avez décidé d'être l'avocat de Aliou Mamar? Oui, c'est vrai que ça peut paraître paradoxal parce que je voudrais juste rappeler que Aliou Mamar
c'est d'abord un frère. J'avais rappelé aux gens de Gao, le jour où il s'en était pris à votre... Malik, notre confrère. Hein? Votre confrère, Malik Aliou. Ouais. Il était en direct avec moi. Et j'en appelais à la population de Gao pour leur demander de résister contre les abus, non seulement du MNLA, mais également des éléments qu'on considère comme étant les responsables terroristes. J'ai décidé de les défendre quand j'ai vu qu'il y avait une profonde injustice le concernant, parce que simplement, et j'ai estimé, il a appartenu à Ali Mahamar, à une communauté, la communauté Songhai, la communauté sédentaire, dont la loyauté à l'égard de l'État du Mali, la loyauté, la fidélité à l'égard de l'État du Mali l'a fragilisé. Il n'était pas le chef du Moujao. Il n'était pas le premier responsable du Moujao. Et Aliou, avec pas mal d'autres de ses frères qui ont adhéré au Moujao, ont décidé adhérer à cette organisation lorsque ils ont vu leurs frères, leurs sœurs violés, abusés par les éléments du MNLA. L'État malien n'existant pas, il n'y avait pas d'autre force à laquelle s'accrocher, il n'y avait pas d'autre force qui pouvait faire face au MNLA que le Moujao. Donc ils ont été tous contraints à adhérer à ce mouvement. Mais en ayant adhéré à ce mouvement, pas mal d'entre eux ont rendu des services pour la collectivité. Ça aussi, il ne faut pas que les gens aient peur de le dire. Pas mal de... allez-y, posez la question aux gens de Gao. Ils vous diront que, en tout cas, à un moment donné, sur les 9 mois d'occupation, pendant les 7 premiers mois, ces populations ont bénéficié du secours des éléments du Moujao contre les abus du MNLA. Et donc, lorsque le Mali est revenu à la suite de l'intervention française, Serval, et que j'ai vu que c'est lui qui a été ciblé, alors que ses chefs ont été ignorés, j'ai trouvé que c'est une profonde injustice. J'ai dit, en souvenir du service qu'il a rendu à la collectivité, c'est-à-dire en s'opposant aux abus des éléments du MNLA contre les populations de Gao, il a rendu un service à un moment à la collectivité, et puis lui, il n'est pas, à aucun moment, Ali Mahamar n'a dit que lui, il va, comme on appelle, il est dans une logique de partition du Mali. Il ne l'a pas dit. Donc il méritait, à mon avis, d'être défendu comme les autres, parce qu'à un moment donné, quand même, il a posé des actes qui sont des actes salvateurs pour le Nord et même pour le Mali. Abdraman Keita. Oui. Bon, maître, le public malien est resté quand même sur sa faim par rapport aux conclusions judiciaires de cette affaire d'Aliou. Est-ce que vous pouvez nous en dire, nous édifier un peu plus comment ça s'est déroulé, comment ça s'est terminé? Le public malien... Et auparavant, si vous voulez aussi enchaîner en disant par rapport à la question antérieure qu'il a posée, de votre vocation pratiquement d'avocat de la presse, les enseignements que vous avez retenus des rapports de la justice à la presse et de l'homme public à la presse. Merci bien, M. Keita. C'est vrai que moi-même, je suis dans une situation de confusion s'agissant de l'affaire de M. Aliou Mahamar. Je vous ai dit les raisons pour lesquelles j'ai été amené à le défendre. Il est bon que l'opinion publique malienne sache que Aliou Mahamar a été condamné en 2018 pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État. C'est vrai qu'il était poursuivi au départ pour acte de terrorisme, mais déjà au stade de l'instruction, c'est-à-dire devant le juge d'instruction, comme devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bamako, l'infraction de terrorisme est tombée le concernant. Donc il a été condamné à 10 ans de réclusion pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Il était en train de purger tranquillement sa peine, qu'il a été contraint de sortir de sa détention et d'être amené quelque part, on a dit, pour servir d'échange. Pour servir d'échange de prisonniers entre le mouvement du terroriste et puis l'État du Mali.
mais à son corps défendant, parce qu'il était même malade. Nous nous étions opposés, nous avions sollicité l'administration pénitentiaire vainement pour que Aliou puisse être traité, parce qu'entre-temps, au cours de sa détention, il a... C'est-à-dire que le contentieux n'était pas totalement vidé. C'était vidé totalement. Mais nous avions relevé, ce n'était pas totalement vidé, parce que nous étions pourvus en cassation contre sa condamnation. Et jusqu'à présent, d'ailleurs, la Cour suprême n'a pas statué. Donc, la décision de la Cour d'assises se trouve suspendue, nous dit l'article 354 du Code de procédure pénale, par notre pourvoi en cassation. Donc, il était considéré toujours comme quelqu'un qui est innocent. Il n'empêche que, étant détenu, il a été forcé à sortir de là. Il a servi de monnaie d'échange. Il nous a appelés de la cache où il était pour que nous puissions trouver les moyens de formaliser finalement sa libération de fait. Une libération faite encore une fois contre son gré. Malheureusement, la chambre d'accusation ne nous a pas suivis. Bon, il était dans ça il s'est retrouvé finalement dans son village. Un soir, nous a-t-on dit, aux environs de 23 heures, les forces Barkhane sont arrivées à Bamba, l'ont trouvé malade, il était couché avec sa femme, ses enfants. Ils ont fait éruption dans sa maison. Les forces ont fait éruption dans sa maison, ils l'ont arrêté. Il a été gardé longtemps entre les mains de la force Barkhane avant d'être mis à la disposition des services de renseignement du Mali. Il y a 4 jours, une semaine plus tôt, que son frère m'a appelé. Son frère et son papa m'ont appelé. Ils veulent savoir quel est le sort qui est réservé à leur fils et à leur frère, parce qu'ils ne savent pas où il était. Ils ont appris quand même par la Croix-Rouge qu'il a été mis à la disposition des autorités maliennes. Donc ce qui est important à savoir, c'est que Aliou n'a pas été condamné pour terrorisme. Il a été condamné pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État. C'est extrêmement important. Donc nous sommes surpris qu'il continue de susciter l'intérêt de ceux qui luttent contre le terrorisme. Maintenant, nous attendons de voir. J'espère que, comme on appelle, il va être mis à la disposition de l'administration pénitentiaire, parce que le mandat de dépôt le concernant, ce mandat n'a pas été levé formellement. Ses parents, comme nous fondons l'espoir que nous puissions, qu'il soit dans une situation où nous sommes à même de prendre son attache et d'échanger avec lui. Et vous n'avez que des vœux pieux par rapport à cette histoire? Vous avez d'autres formes de recours? Bon, malheureusement, vous savez, M. Keita, on est dans une situation où il y a un chamboulement pratiquement de fait de tout le système procédural pénal au Mali. Vous allez être surpris que je vous dise qu'il y a des gens, et cela me révolte profondément, qui ont été déclarés non coupables par la Cour d'assises du Mali. Leur mise en liberté, leur ordre de mise en liberté signé par le procureur général près la Cour d'appel de Bamako. Et aujourd'hui, ces gens se retrouvent encore détenus. Encore détenus non pas à la maison d'arrêt, mais pour certains, on nous dit, dans les locaux de la sécurité d'État. Donc il y a un chamboulement, nous ne comprenons pas. On a l'impression que vous avez au Mali des services qui sont au-dessus de la justice du Mali. Et ça nous révolte en tant qu'avocat. Vous nous donnez l'opportunité véritablement de m'indigner. C'est le cas, par exemple, de Abdrahman Ould-Khmema. Il a été jugé en décembre dernier, en décembre 2019. Il a été reconnu non coupable, acquitté, et son ordre de mise en liberté signé par le parquet. Lorsque nous nous sommes rendus pour aller à sa rencontre, je reçois un message de l'administration pénitentiaire me disant que votre client a été conduit au niveau des services de renseignement du Mali. Et depuis, je ne sais pas ce qui est advenu de lui. C'est la même chose pour un certain Mohamed Ould Chouaib dit Abou Dardar,
qui a été jugé, reconnu coupable, c'est vrai, par les assises, par la cour d'assises en 2018, en 2016 plutôt, en décembre 2016, il a été libéré, il a été reconnu coupable, condamné avec sursis, donc libéré. Il était chez ses parents. Le 3e jour après sa libération, il paraît que nuitamment, on est venu voir, il a été arrêté par les éléments de la DGSE pour information complémentaire. De cette date à maintenant, je ne sais pas ce qui est advenu de ce monsieur. Est-il vivant? Ne l'est-il pas? Il y a une impossibilité pour moi de prendre attache avec lui. C'est le cas de Attaher Ould Mohamed et de Sadiq Ould Mohamed, qui récemment ont été reconnus non coupables, non seulement par le magistrat instructeur en première instance, mais également par la chambre d'accusation, et sur les réquisitions du parquet. Sur les réquisitions du parquet. C'est-à-dire que c'est le parquet lui-même qui a vu que leur dossier est vide. Ils ont été arrêtés, nous a-t-on dit, parce que ils sont soupçonnés de fabriquer des engins explosifs. Ils étaient chez eux, ils dormaient tranquillement, que des gens sont allés, la force Barkhane est allée les arrêter. Quand ils ont été arrêtés, ils n'ont pas trouvé même un composé d'engins explosifs en leur possession, même pas une aiguille. Ils ont été mis sous mandat pendant 2 ans. Après, les magistrats même ont vu qu'il n'y a absolument rien contre eux. Le parquet a requis qu'un non-lieu soit pris en leur faveur, ce qui a été fait. Le juge d'instruction a suivi le parquet. En notre grande surprise, c'est le parquet général qui va faire appel de cette décision 1 mois après, hors délai. Nous nous retrouvons devant la chambre d'accusation, et la chambre d'accusation aussi suit le juge d'instruction parce que le parquet a fait appel hors délai, et le même parquet a ordonné leur mise en liberté. Encore, ces gens sont injustement détenus à la maison d'arrêt. Allez-y savoir pourquoi. On nous oppose que ce serait un vœu de la force Barkhane. J'ai dit, mais attendez, il ne faut pas que la justice malienne accepte qu'on l'infantilise. La force Barkhane, elle est là pour lutter contre le terrorisme. Même Ben Laden, s'il était vivant, s'il avait été capturé par les forces américaines, ou Abdulmalek Drucker, ou celui qui l'a remplacé demain, s'il est arrêté par la justice, par les forces américaines, mises à la disposition de la justice américaine, si c'est la justice, en toute indépendance, américaine ou française, décide que ces gens ne sont pas coupables, moi je verrais très mal les éléments de la CIA, les responsables de la CIA ou les responsables du FBI se permettre d'aller arrêter un monsieur comme ça. Sur le fond, ils seront poursuivis ou en France ou aux États-Unis pour abus de droit. Moi, je dis, la force Barkhane lutte contre le terrorisme. C'est une très bonne chose. Et avec nous soutenons la force Barkhane pour cela. Mais la force Barkhane a la possibilité d'arrêter et d'extrader en France quiconque est considéré comme un danger pour la paix française. Et j'aimerais bien voir un jour, si vous permettez, un jour quelqu'un considéré comme terroriste, donc danger pour la sécurité française, la sécurité nationale française, ou la sécurité nationale européenne, mise à la disposition de la justice française ou la justice européenne, et qui va être déclaré non coupable par cette justice, que ce soit d'autres forces qui ne sont pas les forces de la justice, que ce soit ces forces qui continuent de maintenir ces gens en détention. Nous, sincèrement, ça nous révolte. Oui, effectivement, maître, j'ai l'impression que vous vous alarmez sur une question qui pourrait aussi être tributaire d'une certaine justice un peu mal outillée face à un phénomène nouveau qui est quand même le terrorisme. Peut-être c'est un peu ça. La libération de ces gens peut procéder, par exemple, d'une justice un peu mal outillée, une sécurité très mal outillée pour approfondir les investigations concernant ces personnes-là. Vous savez, la législation malienne est une législation parfaitement adaptée au phénomène du terrorisme. Nous avons tous les moyens légaux pour investiguer en matière de terrorisme. Et d'ailleurs, le législateur malien, se fondant sur la pratique des autres législateurs, a eu la clairvoyance, justement, pour éviter qu'il y ait une dose excessive de passion dans la prise en charge et le traitement des affaires de terrorisme. Le législateur
contrairement aux autres crimes de droit commun, a estimé que pour la sérénité des instructions en matière de terrorisme, que ce soit 5 magistrats au niveau de la cour d'assises qui connaissent des cas de terrorisme. Alors que... Ça, c'est pour qu'il n'y ait pas d'excès. Pour qu'il n'y ait pas d'excès. Non seulement pour qu'il n'y ait Bah pas alors, d'excès... Et pour qu'il n'y ait pas de légèreté aussi. Non seulement qu'il n'y ait pas d'excès, qu'il n'y ait pas de légèreté, et que la sérénité véritablement soit de bout en bout dans la façon dont l'investigation, l'instruction est menée en matière de terrorisme. Et ces 5 magistrats professionnels qui sont habitués à connaître de toutes sortes de cas extraordinaires. Il y a aussi un parquet antiterroriste. Mais bien sûr, il y a un parquet spécialisé. Il y a un parquet spécialisé. Vous avez des juges d'instruction spécialisés. Mais le problème, c'est qu'en vérité, c'est vrai que les dossiers de terrorisme qu'on nous présente au niveau des juridictions spécialisées, des juges d'instruction, comme au niveau de la chambre d'accusation, ce sont des dossiers de terrorisme pratiquement à 80% vides. Mais il n'y a absolument rien dans la plupart des dossiers. On vous dit, tel, il est détenteur d'une arme de guerre en relation avec une entreprise de terrorisme. Nous savons que le Mali a été confronté à une crise multidimensionnelle dans laquelle vous avez des mouvements armés comme on appelle, qui ont signé après un accord, qui est l'accord d'Alger, dont les éléments sont encore armés. Parce que le DDR, le processus DDR, n'est pas totalement achevé. Donc il n'y a absolument rien d'étonnant que l'on retrouve avec quelqu'un qui appartient à un mouvement armé, quel qu'il soit d'ailleurs, que ce soit la plateforme ou bien la SEMA, au nord, qui détiennent une arme, parce que jusqu'à présent, ils n'ont pas été tous cantonnés et puis désarmés. Le processus de DDR n'étant pas à bout. Donc, c'est des arguties comme ça qu'on prend, et on amène les gens, on les présente aux juges. Détention illégale d'armes de guerre, en rapport avec une entreprise terroriste. Mais on n'apporte absolument rien du tout à part ça. Quand la sécurité va, comme vous l'avez dit, vous l'avez attribué, de reprendre des gens qui ont été... Alors qu'ils avaient aussi la possibilité, c'est eux qui détiennent ces gens-là, de ne pas judiciariser les affaires. Mais ils judiciarisent, ensuite ils n'acceptent pas d'aller jusqu'au bout de la justice, parce que la justice c'est un ensemble. C'est de bout en bout. C'est non seulement une justice, mais aussi l'application de la chose jugée. Quel intérêt la sécurité d'État a-t-il de judiciariser des affaires dont elle n'accepte pas finalement les décisions finales? Moi, j'estime que l'intervention de la sécurité d'État dans ces situations, c'est une intervention... Est-ce que c'est une nouveauté? Ça doit se faire à bon escient. Mais attendez, la sécurité d'État doit intervenir en amont. L'intérêt de l'intervention de la sécurité d'État, c'est d'éviter que telle personne soupçonnée d'être en intelligence avec des, comme on appelle, des organisations terroristes, que cette personne, une fois interpellée, que la sécurité d'État puisse lui tirer les verres du nez et puis prendre des dispositions pour que des actes terroristes ne puissent pas être commis, ou même si ces actes terroristes sont commis, que nous ne connaissions pas les drames auxquels nous faisons face. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'on voit? Les gens sont arrêtés par la sécurité d'État, même a posteriori. La sécurité d'État ne peut pas arrêter les gens a posteriori, surtout lorsque la justice malienne les déclare non coupables. Et c'est ça, justement, qui nous indigne. Nous. Est-ce qu'ils sont obligés de judiciariser? En vérité, ils doivent même... La sécurité d'État, c'est un service... De police. De police et de renseignement qui ne peut même pas, en fait, tenir des procès-verbaux. Je te dis, leur rôle, c'est d'intervenir en amont pour éviter la commission d'un délit quelconque qui attente à l'intérêt public. Mais si, après tout, des gens sont arrêtés, il y en a qui sont déclarés, qui sont innocentés, déclarés non coupables par la justice, après, abusivement arrêtés par la sécurité d'État, il n'empêche que tous les jours, il y a des attentats. Ça veut dire qu'en vérité, finalement, ces abus de la part de la sécurité d'État a posteriori contre les décisions de la justice, ces abus n'ont aucun impact positif sur la sécurité des personnes et des biens au Mali. Maître Malik Ibrahim, on vous sent assez remonté, assez révolté contre la sécurité d'État. Mais est-ce que, la question que je voudrais poser, est-ce que
on vous sent indigné. Vous avez dit que les avocats s'indignent par rapport à l'inexécution des décisions de justice. Est-ce que ça concerne uniquement des affaires où il y a des présumés terroristes ou ça concerne toutes d'autres affaires? Ou bien uniquement ça concerne cette particularité? Est-ce qu'il y a une généralisation? Est-ce qu'il y a une généralisation de l'inexécution des décisions de justice ou ça concerne seulement, c'est-à-dire les affaires liées au terrorisme? Moi, ce que je veux vous dire, les cas qui m'importent, ce sont les cas que je défends, les cas de terrorisme. Vous avez ici les dossiers. Okay. J'ai ici les ordres d'acquittement. Il n'y a même pas eu de recours. J'ai même dans les dossiers que j'ai énumérés, le cas de Abdrahman Ould Khmema, Attaher Ould Mohamed, Sadiq Ould Mohamed, Abu Dardar, des certificats de non-pourvoi. Non seulement il n'y a pas eu de pourvoi, c'est-à-dire que le parquet général lui-même est d'accord que la décision qui a été rendue, c'est une décision juste. Le ministère public est d'accord. Mais également, en étant d'accord, le parquet a demandé que les intéressés soient libérés. Mais, mon Dieu, finalement, si la justice, les décisions de la justice, c'est comme, je ne sais pas moi, une déclamation de Maître Maliki Ibrahim, simple citoyen du Mali, mais je dis où on va? Oui, maître, mais qu'est-ce qui explique aussi cette nouvelle casquette? Vous avez défendre des causes comme des causes de liberté, mais aujourd'hui vous défendez, c'est-à-dire des gens qui sont supposés être des terroristes. Qu'est-ce qui explique cette nouvelle Par ailleurs, est-ce qu'il vous arrive aussi d'être contre des terroristes, de défendre... Non, c'est-à-dire cette nouvelle casquette, parce que vous avez dit que vous avez des dossiers, des supposés terroristes, parce que pour la plupart vous dites qu'ils sont innocents. Des présumés. Voilà, des présumés, des présumés innocents, des présumés terroristes. Qu'est-ce qui explique ça, cet engouement-là? Non, mais ce n'est pas que j'ai des engouements pour défendre particulièrement les terroristes. Non. Vous savez, la présomption d'innocence, c'est un principe cardinal de la Constitution du Mali. Principe sacro-saint du droit pénal aussi. Absolument. Okay. Absolument, la présomption d'innocence. Et ce n'est pas parce que tel a été arrêté par les forces maliennes ou les forces étrangères, qu'elles soient les Barkhane ou autres forces, qu'on doit considérer que les faits de terrorisme reprochés à l'intéressé sont des faits avérés. En tout état de cause, celui qui est au bout de la chaîne, c'est la justice malienne. Nous estimons que les décisions de la justice malienne s'imposent à tout le monde. Elles s'imposent non seulement aux autorités politiques, aux autorités administratives, mais même aux autorités politiques à l'international. Parce que même, vous voyez, déjà, personne ne peut être poursuivi, même l'intervention, par exemple, de la CPI. La CPI ne peut pas intervenir, ne peut pas poursuivre quelqu'un pour des faits pour lesquels la personne a été poursuivie au niveau national, au niveau national et reconnue non coupable. La CPI ne peut pas. Donc nous sommes surpris qu'il y ait une banalisation de la justice, des décisions de justice. Que la justice malienne, et moi je suis surpris d'ailleurs que le syndicat autonome de la magistrature ne s'indigne pas, comme elle s'indigne à juste titre dans beaucoup, dans la façon dont beaucoup de dossiers sont menés. Avant le syndicat autonome de la magistrature, pourquoi l'ordre des avocats? Puisqu'en réalité, j'ai l'impression, selon ce que vous nous expliquez, que c'est tout l'effort fourni par les avocats qui est ainsi banalisé, annihilé. Pourquoi l'ordre des avocats aussi, le barreau, ne s'insurge pas contre de telles pratiques et les fasse cesser? Je crois que le barreau fait du mieux qu'il peut de ce dossier. Est-ce qu'il est informé? Oui, j'estime que à ce niveau, en tant qu'avocat, c'est quand moi je vais être totalement comment on appelle, totalement buté, désarçonné, que je vais en appeler à mon barreau. Okay. Mais pour l'instant, j'estime que tout seul, je suis à même de mener en tant qu'avocat ce combat, à savoir attirer l'attention des autorités maliennes sur le respect dû aux décisions de justice. Parce que si les décisions de justice ne sont pas respectées, nous estimons qu'il n'y a même pas de raison. Je ne vois même pas la différence entre nous en ce moment et ceux-là que nous combattons justement parce que défendant des antivaleurs. Les terroristes, nous considérons qu'ils défendent des antivaleurs. Nous considérons que les terroristes, comme on appelle, posent des actes qui sont tout à fait au diapason de la légalité et d'un État civilisé. Mais nous ne pouvons pas nous comporter
de manière plus grave qu'eux. Parce que, vous voyez, quand les terroristes eux-mêmes, dans leur folie, décident que Maître Malik ne doit pas être décapité, Maître Malik ne sera pas décapité. Donc eux-mêmes respectent des principes comme ça. Je ne vois pas en quoi un État civilisé, un État organisé, une république comme le Mali ne le respecte pas. Ok. Ne le respecte pas. Mesdames, Messieurs, vous qui nous suivez aussi à la radio, nous sommes avec notre invité, Maître Malik Ibrahim. Il est avocat. Avec lui, nous parlerons de l'inexécution de certaines décisions de justice et aussi l'implication de la sécurité d'État dans cette inexécution des décisions de justice. Maître, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire, avec le contexte sécuritaire, le contexte marqué par le terrorisme, est-ce que les avocats, c'est difficile pour vous d'exercer votre profession? Est-ce que vous sentez votre liberté mise à mal? Je me sens totalement morfondu. Je me sens totalement morfondu parce que j'ai l'impression... Je sens inutile. Ouais, c'est vrai, totalement inutile. Parce que nous fournissons des efforts extraordinaires pour aider à la manifestation de la vérité. Parce que les avocats sont des acteurs de justice. Mon rôle, c'est de défendre des causes. Mon rôle, ce n'est pas de poser des actes pour que quelqu'un qui est véritablement un terroriste échappe aux mailles de la justice. Non, non, c'est d'aider à la manifestation de la vérité. Et c'est ce que nous faisons, non seulement depuis l'enquête préliminaire, quand nous sommes appelés pour assister à une mise en cause, mais également devant le magistrat instructeur, jusqu'au stade du jugement devant la cour d'assises. Mais nous nous évertions donc à aider à la manifestation de la vérité. Si après l'éclatement de la manifestation de la vérité, parce que la seule vérité qui vaille dans une république, c'est la vérité judiciaire. Et la vérité judiciaire, elle est rendue par les tribunaux. Lorsque une cour d'assises décide de la non-culpabilité d'un homme, il n'y a absolument aucune raison que l'intéressé continue de garder prison. Surtout, dans l'arrêt d'acquittement, les juges ordonnent que l'intéressé soit mise en liberté s'il n'est détenu pour autre cause. Dans tous les cas, pour tous les cas que je vous ai cités, Abdrahman Al-Roumaima, Sadiq Ould-Taher, Ataher Ould-Mohamed, Abu Darda, personne d'entre ces gens-là n'est poursuivi pour autre cause que la cause qui a été jugée et totalement réglée par la cour d'assises du Mali. Donc nous ne savons pas pourquoi. Le dossier est complètement vidé. Hein? Totalement vidé. Je vous dis que même les délais, il n'y a même pas eu de recours en cassation, même pas eu de pourvoi en cassation contre les décisions en question. Et pourtant, ils sont toujours en prison. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous comprenez? Est-ce que c'est votre personne qui dérange ou il y a d'autres... Est-ce que vous avez fait une autre analyse pour voir pourquoi ça bloque? Bon, moi, ce n'est pas ma personne elle-même qui est en cause. Nous estimons que, je vous ai dit, l'avocat, c'est le soldat de la démocratie. Vous savez, Martin Luther King, il dit que la commission d'une injustice, quelque part, est une menace pour la justice dans le monde entier. Lorsqu'une décision de justice définitive n'est pas exécutée, à mon avis, c'est une commission d'une injustice. Et ça menace toutes les justices entre griffes civilisées. Ça menace tous les États républicains. Parce que justement, nous, on a la différence avec ces gens-là qui ont une idéologie qui n'est même pas digne du Moyen-Âge, c'est-à-dire que les mouvements terroristes, c'est que nous plaçons l'homme, le respect des droits de l'homme au-dessus de tout. C'est que nous estimons que nul ne peut être châtié sans que, comme on appelle, il ait été passé par le filtre des investigations qui respectent bien sûr les droits de la défense, à savoir la possibilité pour lui de se faire assister par un avocat, ainsi de suite, de ne pas être soumis à la torture, que c'est ça la différence entre nous et ces gens-là, qui à l'aveuglette se lèvent, comme on appelle, s'explosent, tuent des gens, des personnes innocentes, et nous avons besoin d'asséner à ces gens-là que ça, ce n'est pas humain. Mais si nous-mêmes, nous ne respectons pas les décisions des institutions judiciaires, qui elles seules, encore une fois, sont autorisés à dire la vérité. Parce que la seule vérité, bien sûr, après celle d'Allah, c'est la vérité judiciaire. Mais qu'est-ce que nous serons? Qu'est-ce que, finalement, on va opposer? Est-ce que vous désespérez déjà à ces gens-là? À la justice? Oui, mais oui, est-ce que vous êtes déjà en train de désespérer de la justice? Oui, mais de plus en plus dans des dossiers comme ça, oui.
Parce que vous savez, je vais vous raconter une anecdote. Abdraman Keïta, ok. Je vais vous raconter une Rapidement, oui. anecdote. Il y a un haut responsable de la justice qui est du Nord et qui a comme hobby, il est allé rendre visite à ses parents, il a comme hobby d'aller faire la chasse. Il s'est retrouvé quelque part et il a été encerclé par la force Barkhane qui menait ce jour-là une patrouille conjointement avec les forces armées maliennes. La chance que ce haut responsable de la justice a eue, c'est que dans la patrouille, il y avait des gens qui l'ont reconnu. C'est la chance qu'il y a eu. Autrement, l'intéressé aurait été ligoté et puis mis à la disposition de la justice malienne pour faire du terrorisme. Est-ce qu'on va me dire, et donc la chance qu'il a eue, est-ce qu'on va me dire parce que simplement telle personne a été arrêtée en tel lieu, avec ou sans armes, par les forces françaises, l'intéressé doit garder ad vitam aeternam prison? Ça n'est pas juste. Ça n'est pas juste. J'ai dit là, j'aimerais bien voir justement, la force Barkhane peut amener, moi, si je constitue un danger pour la sécurité française, la force Barkhane a la possibilité de m'amener pour me faire juger en France. Mais une fois que la justice française décide que je ne suis pas coupable, mais aucune force en France ne peut se permettre de me priver de liberté pour les mêmes faits. Ça n'est pas possible. Donc, nous, je ne sais pas, on ne sait même pas dans quel... finalement, il y a à la fois une infantilisation, non seulement de la justice malienne, mais également même de la République. Et tout le monde, tous les défenseurs des droits humains. Et je suis heureux d'ailleurs qu'aujourd'hui, le chancelier au Mali, c'est le garde de Sceaux, est l'ancien président de la CNDH, de la Commission nationale des droits de l'homme. Et ils doivent s'indigner, tout le monde, tous les défenseurs des droits humains doivent s'indigner, tous les avocats doivent s'indigner, tous les juges doivent s'indigner. Moi, j'ai l'impression même, finalement, les magistrats même doivent considérer qu'ils ne sont pas respectés. Cher, votre cri du cœur, Votre cri du cœur me donne un peu l'impression que vous êtes un peu esselé dans cette lutte-là. Est-ce que ou bien d'autres avocats comme vous vivent la même tragédie? D'autres avocats de décision non... D'autres avocats comme moi vivent la même tragédie. Tous ceux-là qui ont eu à occuper pour des causes de mise en cause. Quelques pour exemples. Des causes. Deux exemples. Mais attendez, demandez à mon confrère Maître Barry. Il a été entendu par la sécurité d'État. Oui, mais demandez à mon confrère Maître Barry quel est le sort réservé à ces clients qui ont été déclarés non coupables par la justice malienne. Demandez à tous les confrères, même ceux-là qui ont été commis d'office, pour défendre les gens qui sont mis en cause, pour des gens qui sont accusés de terrorisme, et qui ont pu bénéficier ou d'un acquittement pur et simple, ou d'une condamnation au temps de la détention, quel est le sort qui est réservé à ces gens-là? Donc ça ne peut pas continuer, c'est vraiment une profonde injustice. Je pense que vous-même qui êtes les journalistes, vous devez vous indigner avec nous, parce que c'est la porte ouverte à tous les abus. On a l'impression, en fait, j'ai l'habitude de dire qu'on a l'impression que les forces internationales sont dans la course aux chiffres. Et d'ailleurs, il y a quelque chose que j'ai oublié de vous dire. Les personnes que j'ai défendues, y compris d'ailleurs Aliou Mahamar, toutes ces personnes, dont certains ont été condamnés au temps de la détention et qui continuent de garder prison, ou qui ont été totalement acquittés, ou, comme on appelle, qui ont bénéficié d'un sursis, c'est le cas d'Abou Dardar, tous ces gens ont en commun quelque chose qui est très curieux pour moi en tout cas. C'est que tous ces gens, à un moment donné, ont été la terreur du MNLA. Tous, autant qu'ils sont. Tous, à un moment, ont posé des actes pour soulager les souffrances des populations du nord du Mali contre la terreur des éléments du MNLA. Tous ont en commun cela. On a l'impression qu'il y a une sorte d'acharnement contre tous ces gens. Abou Dardar, si vous voyez, vous revisitez la vidéo de la confrontation entre le MNLA et le Moujao. C'est lui qui avait le truc. C'est lui qui avait le lance-roquette. C'est lui qui avait le lance-roquette et il était avec les jeunes de Gao qui lui montraient ceux des combattants du MNLA qui occupaient le gouvernorat de Gao. On s'acharne contre lui, pourquoi? Pourquoi? Est-ce que, maître, vous ne craignez pas qu'on vous accuse de faire l'apologie du terrorisme parce que aujourd'hui c'est à la mode? Non, moi je ne crains pas. Écoutez, vous savez, je fais partie de ceux-là qui, avec leurs moyens propres, se sont battus
pour l'intégrité territoriale du Mali, se sont battus contre ce que je considère comme des forces rétrogrades. Nous sommes allés avec le président du Coran, pendant que j'étais porte-parole du Coran. Nous sommes allés plusieurs fois en Europe pour défendre contre les forces rétrogrades. Je me rappelle d'ailleurs que le jour où Jean-Marc Ayrault a présenté sa déclaration de politique générale, j'ai eu l'honneur d'être reçu avec l'actuel ministre de l'administration territoriale, M. Ba. Il était à l'époque président de l'AMM, l'Association des municipalités du Mali. L'actuel ministre, M. Mohamed Aguerlaf, il était directeur de l'ANICité, et le ministre en charge des questions humanitaires, M. Dr Sidibé. Elle nous a reçus. Et j'étais avec le maire de Gao, Sadou Harna Diallo, qui allait donner un cri de cœur des populations du Nord. Eux, ils étaient partis. Ceux que j'ai cités là, ils étaient allés chercher comme un secours humanitaire. Nous avions dit, Sadou a dit, que Gao n'avait pas besoin que des avions se promènent pour jeter, je ne sais pas, des biscuits ou du lait. Gao a besoin de main à laquelle elle va s'agripper. Et à sa suite, j'ai pris la parole pour dire que s'il n'y a pas d'intervention armée au nord du Mali avant la fin du mois de juillet 2012, que le nord du Mali allait devenir comme l'Afghanistan. Le secrétaire général des Nations Unies de l'époque, M. Ban Ki-moon, comme pour nous répondre, a dit qu'il n'y avait pas, qu'une intervention armée au nord du Mali n'était même pas envisageable, même si ça doit l'être, il faut compter jusqu'à décembre, fin décembre 2013. Donc c'est nous qui nous sommes battus, nous. Donc on ne peut pas faire, nous, l'apologie du terrorisme. Mais nous sommes des avocats. Et nous avons fait le choix sacerdotal, en tant qu'avocat, de défendre toute personne mise en cause, parce que, encore une fois, le principe cardinal chez nous, et dans tous les États civilisés, c'est la présomption d'innocence. Mieux que ça, j'ai dit, mais nous ne sommes pas, moi je ne me suis pas offusqué de voir telle personne poursuivie pour terrorisme. Non. Ce qui m'indigne, c'est que la justice, les décisions de la justice malienne, qui est le dernier recours, parce qu'après la justice, après les autorités judiciaires, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a absolument rien du tout. Que ces décisions soient méprisées, soient méprisées par des forces qui ne sont pas des forces de jugement. Est-ce qu'il ne faut pas nuancer en disant certaines décisions, puisque je suppose qu'il y a eu quand même, c'est parmi ces terroristes, des gens libérés qui ont réellement, effectivement bénéficié de leur liberté? Ou il n'y en a jamais eu depuis que... Non, pour tous les cas que j'ai occupés, bon si, je dois dire certaines décisions en effet, mais ce que je dois dire aussi par ailleurs, c'est que l'autre paradoxe, c'est que des gens qui sont de vrais terroristes, les décisions de mise en liberté les concernant sont exécutées immédiatement. Effectivement, c'est pourquoi on en trouve qui aussitôt libérés. Qui sont ces terroristes? Écoutez, on en connaît qui aussitôt libérés, on rejoint déjà les rangs de terroristes aussi. C'est peut-être pour cela aussi que les autorités sont un peu réservées. Non, vous savez, moi j'estime que la lutte contre le terrorisme, c'est un devoir patriotique de chaque Malien et de chaque Malien, pas seulement des forces de sécurité. De la même manière, le Mali n'est pas un État sauvage. Le Mali, c'est une république avec des lois, avec des règles. La fonction de juger, le Mali l'a confiée à une catégorie bien connue de ses citoyens, qu'on appelle les juges. C'est à eux de décider que tel ou tel fait qu'on te reproche, ces faits sont fondés ou ce fait est fondé ou ne l'est pas. Dès lors que celui-là décide que ce pourquoi on vous a amené devant lui n'est pas un fait fondé et décide de vous acquitter, il ne doit pas avoir droit. Même dans le cas l'état de droit, effectivement, doit s'imposer à tous les justiciables effectivement, de l'État, même si l'État n'est quand même pas injusticiable comme les autres. Okay. L'État n'est pas injusticiable comme les autres, mais l'État n'est pas ex nihilo. L'État, c'est nous tous. Okay. L'État, c'est nous tous. L'État, nous tous, nous avons besoin de dormir tranquillement. Mais de la même... Vous savez, il y a un adage que il vaut mieux acquitter un coupable que de condamner un innocent. Et donc,
cet adage vaut davantage. Il vaut mieux laisser filer quelqu'un contre lequel il y a des indices, il y a des éléments relativement probants, que de continuer à garder, à priver de liberté un homme déclaré innocent par la justice. Les avocats ne doivent pas accepter cela. Les journalistes ne doivent pas l'accepter. Les juges ne doivent pas l'accepter. C'est-à-dire aucun citoyen malien ne doit l'accepter. Parce que c'est la porte ouverte à tous les abus. Oui, d'accord, maître, vous n'avez que cette solidarité désormais comme recours, ou bien il vous reste encore des recours possibles pour avoir gain de cause? Je n'ai pas d'autre recours. J'espère que le garde des Sceaux m'entend. Parce que dans le dossier de Abou Dardar, par exemple, nous avions écrit, pendant qu'il y avait une séparation entre le ministère chargé des droits de l'homme et le ministère de la Justice, à l'époque, c'était le bâtonnier, Kassoum Tapo, qui était ministre chargé des droits de l'homme et de la réforme de l'État. Nous l'avons saisi de la violation, pour attirer son attention sur la violation et le mépris qui est opposé aux décisions de justice s'agissant d'Abou Dardar. Jusqu'à présent, je n'ai pas eu de suite. L'actuel ministre des droits de l'homme, aujourd'hui les deux ministères sont fusionnés, mais l'actuel ministre des droits de l'homme a hérité de ce dossier. Je pense que c'est de son devoir de faire en sorte que toutes les personnes déclarées non coupables par la justice malienne, que ces personnes puissent véritablement bénéficier de leur liberté. Parce qu'il n'y a pas... C'est-à-dire qu'on n'est pas terroriste. On n'est pas terroriste. Et ce n'est pas parce que Maître Malik Ibrahim a été arrêté au coin de la rue par la force Barkhane, ou bien par l'armée malienne, ou par quelque force que ce soit, que forcément Maître Malik Ibrahim doit continuer à garder prison alors que sa non-culpabilité a été établie par justice. C'est ça qui nous choque. C'est ça qui nous choque. Mais si nous considérons que notre État a atteint un niveau de faillite tel que on peut lui exiger de violer et de mépriser ses propres lois, ça c'est un autre débat. Mais est-ce qu'il est réellement établi, comme vous le dites, que ce sont les forces étrangères qui imposent à l'État cette posture-là? Bon, je ne vais pas violer des secrets. En tout cas, moi, il m'a été rapporté par des magistrats instructeurs du pôle spécialisé antiterroriste que certaines forces étrangères ont exigé des juges d'instruction que ceux-ci leur fassent le point par semaine des dossiers pendant devant leur cabinet. Alors que le juge d'instruction ne rend compte à personne. Ils ont voulu s'indigner. Après, il y a eu des interventions pour leur dire non, calmez-vous. Et finalement, comme on appelle de calmos en calmos, on devient comme comme une république bananière. Mais est-ce que vous avez aujourd'hui, quels peuvent être les défis aujourd'hui de la justice malienne en ce qui concerne l'inexécution de certaines décisions de justice? Les défis de la justice malienne aujourd'hui, c'est que les autorités chargées de l'application de la loi, c'est-à-dire les juges, que ce soit les juges, les magistrats poursuivants, c'est-à-dire les parquetiers, mais également les juges du siège, que ces gens-là soient particulièrement regardants sur la bonne exécution des décisions que les juges ont rendues. Parce que si le juge... L'indépendance de la justice. Parce que si le juge lui-même ne s'offusque pas de voir la décision qu'il a prise méprisée par d'autres forces qui n'ont pas attribution de par la loi à mettre en cause sa décision, mais je ne sais, on n'est pas dans une république. On n'est pas dans une république. Donc, l'intervention des services de renseignement pour lutter contre le terrorisme, c'est ça qui nous permet, nous, de dormir. Mais j'ai dit, une fois que le dossier est entre les mains de la justice, le travail des services de renseignement, c'est terminé. Lorsque quelqu'un est déclaré non coupable par la justice malienne, nul n'a le droit pour le même fait de le priver de liberté. Et celui qui le fait, en étant fort de sa position au niveau de l'État, mais s'expose lui aussi à être poursuivi un jour. Si les méthodologies politiques font qu'aujourd'hui l'intéressé peut être hors d'atteinte,
Mais attendez, nous attendons. Nous marquons. Nous marquons. Parce que je trouve extrêmement choquant, extrêmement révoltant que celui qui a le dernier mot, qui est la justice, qu'on méprise la justice. La justice mérite respect, tout comme les forces de défense et de sécurité méritent respect, même les forces internationales méritent respect. Mais je dis, les lois de la République doivent être respectées, doivent être observées par tout le monde. Okay. Non seulement les autorités politiques, les autorités judiciaires, mais également les autorités chargées de nous sécuriser, comme les renseignements, comme la gendarmerie, comme la police, comme l'armée, comme Barkhane, comme Serval, okay. Comme bientôt Takuba. Avant dernière question, est-ce que vous-même vous sentez aujourd'hui en sécurité, hein, voilà. Est-ce que vous vous sentez en sécurité? Ça vous fait rire, hein? Oui, mais ça me fait rire. Me sentir en sécurité par rapport à quoi? Vous savez, je porte la casquette d'un avocat. Je suis aussi un homme politique. Si vous voulez m'amener à parler de choses politiques, mais personne ne se sent... c'est-à-dire que dans l'exercice de ma profession, je suis sécurisé. Mais comme tout Malien, nous sommes tous exposés. Nous sommes exposés parce que notre État a perdu le monopole de la violence. Notre État a perdu le monopole de la violence. Quelqu'un m'a dit, j'aime bien rigoler d'ailleurs, quelqu'un m'a dit, mais pourquoi vous laissez pousser la barbe? Je dis, moi je suis d'abord un musulman, je suis un Al-Hajj Maliki Ibrahim, mais également, je dis, c'est aussi une soupape de sûreté. C'est aussi une soupape de sûreté. Oui. Dans d'autres terrains que vous connaissez, à Gorom, hein, vous êtes plus sécurisé en étant barbu qu'en n'étant pas barbu. En étant un berbe. Qu'en étant un berbe. Okay. À Gorom, à Tacharan, dans mon village, et ailleurs. Donc, de ce point de vue-là, je ne me sens pas du tout sécurisé. Le jour où l'État du Mali va avoir pleinement le monopole de la violence, où personne ne peut commettre un acte sans se voir opposer les forces de sécurité maliennes, ou bien les forces de sécurité maliennes et leurs partenaires, on ne peut pas considérer que... Maître Malik... Selon ce qu'il a décrit, il n'a pas le monopole de la violence, mais l'État a quand même le monopole de l'abus. Oui. Ouais, dans les dossiers qui nous occupent, ils ont le monopole de l'abus. Ils abusent, mais ils abusent contre les gens qui sont bien faibles. Abdraman Kita et Maître Malik Ibrahim, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Si vous avez un dernier mot ou un appel en ce qui concerne ce thème, hein, l'inexécution de certaines décisions de justice, les Maliens qui nous regardent et qui nous écoutent ce soir sur Renouveau Télé, hein, ceux qui nous regardent hein, sur Renouveau Télé et ceux qui nous écoutent sur Renouveau FM, c'est quoi le message? Le message que j'ai, c'est d'exhorter tout le monde au respect de la loi. Le respect de la loi passe par quoi? Ça passe par l'observance stricte des décisions de justice. Quel que soit par ailleurs ce qu'on peut reprocher à X ou Y. Dès lors que la vérité judiciaire a établi que l'intéressé n'est pas coupable, tous les services, toutes les autorités politiques, administratives, judiciaires doivent respecter cette décision-là. Et dans un pays où cela n'est pas, c'est le cas pour pas mal de dossiers, des gens en tout cas mis en cause pour terrorisme, les gens doivent s'indigner. Vous devez vous indigner et j'espère que vous donnerez un écho. Vous donnerez un écho à mon indignation pour que des abus de cette sorte cessent. Parce que c'est véritablement un abus. C'est véritablement un abus. Moi, j'aimerais me plastronner devant un terroriste et lui dire que toi, terroriste, tu es inhumain parce que tu n'as aucune valeur, tu ne défends aucune valeur. Mais je n'aime pas qu'un terroriste oppose à un État, que l'État qui veut lui faire la leçon ne respecte pas ses propres lois. Donc j'exhorte tout le monde, j'exhorte les autorités judiciaires, le garde de soi à faire en sorte que les abus cessent. Et j'espère que demain, mes clients, Al-Husseini ou Adrahman ou Khmeima, Alou, Sadiq ou Taher, Ali ou Taher, Abu Dardar, que ces gens-là vont, comme on appelle, embrasser
vont être libres, parce que telle est la décision de la justice malienne qui a tranché en toute indépendance et en toute sérénité. Maître Malik Ibrahim, merci d'être là. C'est moi qui vous remercie. Abdraman Kita, merci. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission que j'ai eu l'immense plaisir de présenter. Merci de votre fidélité toujours renouvelée au programme de Renouveau Télévision. Bye bye, à jeudi prochain pour un autre numéro de l'émission Le Grand Jury.